Digital Congo, la télévision numérique. Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés ce mercredi avec d'autres dirigeants africains dans le cadre d'un sommet extraordinaire et conjoint EAC-SADC. Il était bien évidemment question de faire le point sur l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le ministère public a requis 10 ans de travaux forcés contre l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba. C'était au cours de l'audience de ce mercredi lors des plaidoiries. La consolidation de la diplomatie commerciale est en marche. La RDC et le Brésil s'engagent à augmenter le volume de leurs échanges commerciaux avec la signature d'un accord commercial actualisé qui intègre la facilitation des investissements projetés au mois de novembre prochain. C'est le fruit de la réunion stratégique mardi 12 août 2025 à Brasilia entre le ministre congolais du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya et le vice-président brésilien. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du journal sur Digital Congo. Pour vous informer, on commence cette édition par cette question. Qu'en est-il de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC? C'est donc la question centrale du sommet conjoint et extraordinaire de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, tenu ce mercredi par visioconférence. Il est à noter la participation des présidents de la RDC, Félix Tshisekedi, mais aussi le Rwandais Paul Kagame, accusé de soutenir à travers son armée la rébellion de l'AFC M23. Ce sommet se tient dans un contexte marqué par des tensions permanentes entre les forces armées congolaises et ce groupe rebelle. Mardi, les FARDC ont une nouvelle fois accusé ces insurgés d'attaquer leur position, ce qui constitue une violation des processus de Washington et de Doha. Nous allons y revenir. Constant Mutamba va-t-il passer ses 10 prochaines années en prison? C'est en tout cas le souhait du ministère public lors de l'audience de ce mercredi, alors que les procès est entré dans sa phase de plaidoirie, juste après l'audition de l'expert de la Rabobank sur les transactions financières. On voit cela avec Lisette Kenga. Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice, une fois de plus devant la Cour de cassation. L'ancien ministre de la Justice, vous le savez, est poursuivi pour un présumé détournement d'une somme de 19 millions de dollars allouée à la construction d'une prison à Kisangani. Le ministère public a, lors de son réquisitoire, qualifié Constant Mutamba de délinquant et a requis sa condamnation. Une peine de 10 ans de travaux forcés contre Constant Mutamba. Après avoir auditionné un expert de la Rabobank, ce dernier a affirmé que le compte bancaire ouvert par le prévenu n'était pas un compte courant. L'expert a précisé que les fonds déposés sur ce compte pouvaient être retirés à tout moment par l'entreprise Zion Construction, sans aucune procédure particulière ni autorisation préalable. Ajoutant que la Rabobank avait signalé aux autorités compétentes et a mis en lumière un possible cas de blanchiment des capitaux dans des circonstances qualifiées de suspectes et inhabituelles.
Selon les informations confirmées par Robank, tout commence le 15 avril lorsque Zion Construction ouvre un compte courant auprès de la banque. Le lendemain, soit le 16 avril, une instruction de paiement est adressée à la Robank par le ministère de la Justice, désignant Zion Construction comme unique bénéficiaire d'un virement dont le montant, bien que non précisé, est décrit comme inhabituel élevé et sans justifications économiques apparentes. Devant ces éléments troublants, la Robank applique les procédures prévues par la législation en vigueur, en procédant à un examen renforcé de l'opération. Constant Moutamba est donc là face à son destin politique, car ce témoignage est parmi les pièces maîtresses du dossier. Alors que le procès suit son cours normal, cette révélation ajoute également une dimension financière potentiellement compromettante au dossier. L'implication directe du ministère de la Justice dans une transaction déclenchée dans des conditions aussi opaques pose de nombreuses questions sur d'éventuelles pratiques de détournement, de favoritisme ou de corruption. Peut opérer un quelconque mouvement. Et pour compléter, Lisette, il faut dire que le verdict sur cette affaire est attendu au 27 août prochain. Moderniser les routes pour accélérer le développement national, c'est l'engagement affirmé par le nouveau ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Bonza-Lunda, à l'issue de son audience mardi 12 août 2025 avec la première ministre Judith Suminwa. Il promet une action coordonnée et des résultats concrets pour répondre aux attentes de la population. On l'écoute dans ce propos recueilli par Anita Mouadi. Eh bien, je suis venu d'abord remercier le président de la République à travers la première ministre, remercier aussi la première ministre, chef du gouvernement, et échanger sur les questions essentielles qui concernent les infrastructures de notre pays. Ici, c'est une grande responsabilité de redonner ou de donner des infrastructures dignes de la dimension de notre pays. Et j'ai reçu des orientations très claires de notre chef du gouvernement. Nous disons à la population de continuer à faire confiance au gouvernement de la République. J'ai reçu des orientations très claires et nous disons que la route du développement passe par le développement de la route. Donc, si nous voulons nous développer, nous devons développer la route et donc les infrastructures dans son ensemble. Et donc pour la population, c'est notre devoir de lui donner les infrastructures qui lui reviennent de droit. Et pas de temps à perdre donc pour après les cérémonies de remise et reprise au sein du gouvernement Suminwa II. Un jour seulement après sa reprise de fonction, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a présidé une séance de travail avec les membres de la commission de contrôle et d'identification biométrique des agents des services émergents au budget annexe du pouvoir central. Des directives claires pour le lancement effectif de cette opération ont été données par les responsables des ressources humaines lors de ces échanges. Jean-Émile Senga nous en dit plus. Dans son cabinet de travail, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé une séance de travail avec les membres de la commission de contrôle et d'identification biométrique des agents de services émergents au budget annexe du pouvoir central. Une rencontre qui intervient suite à la note de service signée le 8 août 2025. Ce travail-là, il sera fait en deux étapes principales. La première va porter sur la réception des dossiers venant de tous ces services, et l'analyse de ces dossiers, et ensuite la deuxième étape va porter sur la descente sur terrain pour le contrôle qui aura pour objectif l'identification ou la localisation du service en vue d'établir une cartographie, et ensuite le contrôle qui va porter sur les effectifs. Au cours de ces échanges, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a donné des directives claires pour le lancement effectif de cette opération qui vise à renforcer la maîtrise des effectifs et de la masse salariale dans les services et structures à budget annexe. Cette opération vend son pesant d'or. Pourquoi? Parce que nous voulons assainir. Nous devons assainir en matière de gestion du personnel et cela va nous conduire à la maîtrise des effectifs et à la masse salariale qui va avec. Nous rassurons l'autorité que le travail va bien se faire en toute rationalité et honnêteté.
Parce que ce qui nous manquait surtout, c'était la volonté politique. Mais cette fois-ci, nous l'avons constaté. Cet engagement de l'autorité, et nous pensons que nous allons atteindre l'objectif de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Cette démarche s'inscrit sans doute dans la continuité des réformes engagées par Jean-Pierre Liaou. Objectif, moderniser l'administration publique et garantir une gestion rigoureuse, transparente et conforme aux standards de bonne gouvernance. Et dans l'optique de résoudre les problèmes liés à la bancarisation des fonctionnaires de l'État, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a également présidé le mardi 12 août une séance de travail avec les membres du comité de suivi de la paye. Suivez cet élément. Ce mardi 12 août 2025, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique et Jean-Pierre Liaou a présidé une séance de travail avec les membres du comité de suivi de la paye en vue de résoudre les problèmes liés à la bancarisation des fonctionnaires de l'État. Dans le cadre des opérations de la paye, les agents de l'État sont confrontés à plusieurs problèmes qui méritent d'être réglés. Je pense ici singulièrement aux agents et fonctionnaires de l'État prestant en province, qui ont du mal à avoir des interlocuteurs lorsqu'ils sont confrontés à des désactivations, à des blocages ou à des difficultés de tous ordres devant le guichet des banques. Je demande à ce qu'un groupe de travail soit mis en place pour très rapidement évaluer les cas de celles et ceux de fonctionnaires qui ont été injustement désactivés, afin que dès le trimestre prochain, ils soient réactivé. Toujours déterminé à apporter des solutions durables, le vice-premier ministre a donné des instructions claires et formulé des orientations précises afin d'éradiquer les multiples difficultés rencontrées par les agents publics de l'État dans le processus de bancarisation, notamment dans les zones à accès difficile. Il y a beaucoup de réclamations qui remontent au niveau des autorités, qui touchent à l'amélioration de conditions des prises en charge des agents publics de l'État. Beaucoup de problèmes qui se posent au niveau de provinces, notamment liés à des territoires qui sont difficilement accessibles. Les orientations ont été clairement données par son autorité pour qu'un dossier complet soit préparé en perspective d'une grande réunion qui va réunir autour de table les banques gouvernementales avec les opérateurs de paie, essentiellement les banques qui en fait exécutent la paie actuellement. Cette réunion s'inscrit dans la continuité des efforts engagés par le gouvernement pour garantir une paie régulière, sécurisée et équitable à l'ensemble des fonctionnaires de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Je vous le disais au titre, désormais la République démocratique du Congo et le Brésil s'engagent à augmenter le volume de leurs échanges commerciaux avec la signature d'un accord commercial actualisé qui intègre la facilitation des investissements projetés au mois de novembre prochain. Reportage Obed Kombali. La République démocratique du Congo et le Brésil s'engagent désormais à signer l'accord commercial bilatéral actualisé au mois de novembre prochain à marge de la COP30 qui va se tenir à Belém au Brésil. La signature de cet accord qui va intégrer la facilitation des investissements va renforcer la coopération économique et commerciale entre ces deux pays et une mission économique et commerciale du Brésil est attendue à Kinshasa avant celle de la RDC au Brésil, ce qui augure la tenue du forum économique RDC-Brésil. C'est la retombée d'une réunion stratégique ce mardi 12 août 2025 à Brasilia entre le vice-président du Brésil et ministre du Commerce extérieur, du développement de l'industrie et des services, Geraldo Alckmin, et le ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paluku Kawenga, qui consolide la diplomatie commerciale de la RDC. Une commission technique mixte constituée des experts de ces deux pays qui lancent le signal fort dans les affaires a été mise en place pour accélérer la signature de cet accord commercial bilatéral actualisé, et c'est au cours de la réunion avec Marcio Elias Rosa, vice-ministre brésilien du commerce extérieur, qui a rassuré que ce pays va peser de tout son poids pour que la RDC signe aussi l'accord commercial avec la zone de libre-échange sud-américaine Mercosur. Nous avons été reçus par le vice-président qui est en même temps ministre du commerce extérieur, avec lequel nous avons échangé beaucoup de sujets, et sur le plan technique il a délégué son vice-ministre qui en fait nous a permis d'explorer un certain nombre de domaines. Le premier étant celui de la signature en vue d'un accord entre le Brésil et la RDC, parce que l'accord qui existait date de 1973. Parce qu'on ne va pas se limiter seulement à l'accord commercial, mais on va y inclure des matières relatives à la facilitation des investissements qu'en marge de la COP30, qui sera organisée en novembre 2025 à Belém, ici au Brésil,
que nous puissions signer cet accord commercial entre la RDC et le Brésil. Et je crois que ça sera à la grande satisfaction des deux présidents, à savoir le président Lula et le président Félix Tshisekedi. Peu avant, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahunga, a assisté à la cérémonie de signature de l'accord d'exemption des visas pour les passeports diplomatiques et de services entre la RDC et le Brésil. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaykwamba Wagner, et le ministre brésilien des Relations extérieures, Mauro Vieira, ont apposé les signatures sur ce document qui vient renforcer la coopération entre Kinshasa et Brasilia. Et puis en bref, la Commission électorale nationale indépendante annonce le lancement de l'opération de dépôt des candidatures pour les élections des conseillers urbains, des maires et leurs adjoints, ainsi que les bourgmestres et leurs adjoints également, selon un communiqué rendu public mardi signé par Patricien Seya, le rapporteur. Cette opération se tiendra dès ce 15 août sur toute l'étendue du territoire national. Et pendant ce temps, des questions se posent donc sur l'efficacité de l'action des autorités municipales, souvent remises en question par leurs administrés. Certains ont tendance à pointer du doigt des bourgmestres et leurs adjoints de n'être pas à la hauteur de leurs tâches une fois élus. C'est un élément que nous propose Jean-Émile Singa. Dans un communiqué publié le mardi 12 août, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé les débuts à partir du 15 août de l'opération des dépôts des candidatures pour les élections des conseillers urbains, maires et maires adjoints, ainsi que des bourgmestres et bourgmestres adjoints sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce soulève cependant des questionnements dans l'opinion, s'agissant notamment de l'efficacité de ces autorités municipales une fois élues à la tête de leurs entités territoriales respectives. Wikot Wakandwa, analyste politique, souhaite voir mieux après ces élections. Pour lui, ceux qui sont élus doivent travailler de façon à donner un rendement meilleur pour faire développer leurs entités. Pour moi, c'est une bonne chose, l'organisation de ces élections des conseillers urbains, des bourgmestres et des maires de ville, parce qu'à un moment, les maires de ville, les bourgmestres devenaient incontrôlés. Ils commençaient à agir en électron libre parce qu'ils savaient que seuls les chefs de l'État qui les nomment par une ordonnance présidentielle pouvaient les contrôler, en dépit du fait que la loi avait déjà autorisé les élections de ces chefs d'entités-là. Nous savons qu'ils sont les chefs des entités territoriales décentralisées et donc ils doivent mobiliser les moyens dans leurs entités et prendre certaines charges. C'est l'autre fois, moi j'ai déploré le fait que la commune de Kinshasa est devenue comme une poubelle, alors que le bourgmestre de la commune est là. Vous pouvez voir même à l'entrée de la commune, il y a les eaux qui stagnent. Or, ils récoltent les taxes des paisibles citoyens. Cette étape s'inscrit dans le cadre de la poursuite du processus électoral lancé par la CENI en décembre 2023. Nous sommes à moins de 3 semaines de la rentrée scolaire. Même les enfants résidant dans les milieux ruraux ont droit à se rendre à l'école. C'est la raison de la campagne de sensibilisation entamée par la gouverneure de la province de Lualaba. Marie-Thérèse Masuka Saini s'est rendue au village Wansela et Lualaba Mupanja, dans les territoires de Muchacha, où elle a exhorté les parents d'amener les enfants à l'école pour garantir leur avenir. L'autorité provinciale en a profité pour distribuer les fournitures scolaires aux enfants en âge de scolarité. Un geste salué par les populations rurales qui appuient la gratuité de l'enseignement, vision salvatrice du président de la République, Félix Tshisekedi. Alain Linomwamba. C'est une vaste campagne lancée en province du Lualaba par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Elle vise une sensibilisation sur la scolarisation des enfants en milieu rural. Sur terrain, dans cette démarche, première étape de sa tournée intervenue le mardi 12 août au village de Wansela, situé à près de 50 km de Kolwezi, où l'autorité provinciale a été chaleureusement accueillie par le chef traditionnel et une population mobilisée depuis les premières heures. Occasion pour le chef du village de Wansela de remercier Fifi Masuka Saini d'avoir fait de l'éducation des enfants l'un des piliers de son action gouvernementale, particulièrement dans les Lualaba profonds, tout en adressant une mention spéciale à son conseiller en matière d'éducation, Christian Kayimbu. S'adressant aux habitants, la chef de l'exécutif provincial a exhorté les parents à inscrire massivement leurs enfants à l'école afin de leur garantir un avenir meilleur.
Masouka Saini a par ailleurs annoncé la construction de nouvelles écoles et des centres hospitaliers dans ces coins du territoire de Muchacha pour accompagner la gratuité de l'enseignement et de la maternité prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Papa Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo anasema batoto bote beta wapi? Anasema primaire yote ni abule munashikia. Aux côtés de quelques membres du gouvernement provincial, la chef de l'exécutif provincial a distribué de sacs, livres et autres accessoires aux enfants en âge de scolarité. La même campagne s'est poursuivie à Lualaba Mupanja, où la gouverneure Masouka a posé le même geste en faveur des enfants venus des villages de Masambu, Katebi, Kipepe, Mupanja, Mwanza et Pungu, avec l'objectif de leur faciliter l'accès à l'éducation de base. C'est une vaste campagne lancée en province du Lualaba par la gouverneure Fifi Masouka Saini. Elle vise une sensibilisation sur la scolarisation des enfants en milieu rural. Sur terrain, dans cette démarche, première étape de sa tournée intervenue le mardi 12 août au village de Wansela, situé à près de 50 km de Kolwezi, où l'autorité provinciale a été chaleureusement accueillie par le chef traditionnel et une population mobilisée depuis les premières heures. Occasion pour le chef du village de Wansela de remercier Fifi Masouka Saini d'avoir fait de l'éducation des enfants l'un des piliers de son action gouvernementale, particulièrement dans les Lualaba profonds, tout en adressant une mention spéciale à son conseiller en matière d'éducation, Christian Kayimbu. S'adressant aux habitants, la chef de l'exécutif provincial a exhorté les parents à inscrire massivement leurs enfants à l'école afin de leur garantir un avenir meilleur. Masouka Saini a par ailleurs annoncé la construction de nouvelles écoles et des centres hospitaliers dans ces coins du territoire de Muchacha pour accompagner la gratuité de l'enseignement et de la maternité prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Papa Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo anasema batoto bote beta wapi? Anasema primaire yote ni abule munashikia. Aux côtés de quelques membres du gouvernement provincial, la chef de l'exécutif provincial a distribué de sacs, livres et autres accessoires aux enfants en âge de scolarité. La même campagne s'est poursuivie à Lualaba Mupanja, où la gouverneure Masouka a posé le même geste en faveur des enfants venus des villages de Masambu, Katebi, Kipepe, Mupanja, Mwanza et Pungu, avec l'objectif de leur faciliter l'accès à l'éducation de base. Voilà, toutes nos excuses pour ce petit désagrément technique. Et cette fenêtre sur l'éducation nous permet de dire un mot sur les résultats de l'Exeta 2025. Pour ce mercredi, ce sont les provinces éducationnelles de Kinshasa, Tchangu, Tchopo 1, Tchouapa 1, Kwilu 2 et 3 qui sont concernées. Et à l'école ou ailleurs, certaines personnes qui sont gauchers souffrent de stigmatisation. À l'occasion de la journée internationale de gauchers commémorée ce 13 août, il est donc question de mettre en lumière les discriminations auxquelles ils font face au quotidien. À Kinshasa, Blaise Dibala, initiateur de l'Association des gauchers du Congo, appelle à la mobilisation pour une meilleure reconnaissance de leurs droits. Anita Mwadi et Jean-Émile Senga nous signent cet élément. Chaque 13 août de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des gauchers, avec pour objectif sensibiliser aux droits des gauchers contre la stigmatisation et la discrimination. Ces derniers longtemps mal vus à la société, explique Blaise Dibala, initiateur de l'Association des gauchers du Congo. Et nous vivons en fait dans une société où la majorité est droitier. Et vous verrez que tous les outils d'usage quotidien ont été fabriqués en fonction des droitiers, en commençant par des voitures, des ordinateurs, des instruments de musique. C'est-à-dire qu'on n'a pas tenu compte
des gauchers. Et même dans notre tradition, vous verrez que lorsque un enfant est gaucher, et les parents ont l'habitude à les contraindre à changer de main. En fait, il y a des préjugés et certains stéréotypes dans notre société liés un peu la gaucherie à la malédiction ou encore à l'infirmité ou encore à un handicap. Alors que ce n'est pas un handicap, c'est juste une disposition qui est tout à fait naturelle. S'appuyant sur sa lutte contre la discrimination des gauchers, Blaise Dibala invite ces derniers à le rejoindre pour revendiquer une meilleure prise en compte de leurs besoins. Nous lançons un appel vibrant à tous les gauchers de la République démocratique du Congo et de venir se joindre à nous, à notre association. Et nous allons organiser des conférences, des débats pour sensibiliser la population au fait sur l'existence d'une minorité. Parce que vous êtes sans ignorer que les gauchers représentent à peu près 10% de la population mondiale. Cette journée a été créée en 1976 par l'organisation britannique Left Aider Club, un groupe militant pour la reconnaissance des besoins scientifiques des gauchers. L'objectif initial était d'attirer l'attention sur les difficultés quotidiennes auxquelles ces derniers sont confrontés, notamment en raison d'outils et d'objets souvent conçus pour le droitier. Et en dehors de nos frontières, la série d'interpellations se poursuit au Mali. Après avoir mis la main sur une dizaine d'officiers de l'armée, cette fois, c'est l'ancien Premier ministre Choguel Maïga qui a été arrêté pour avoir émis des critiques contre les militaires au pouvoir qui, selon lui, refusent d'organiser les élections. Commentaire Fifi Kouchipon. Après avoir émis des critiques contre les militaires au pouvoir qui refusent d'organiser les élections, l'ancien Premier ministre malien Choguel Maïga a été arrêté ainsi que plusieurs de ses collaborateurs. Outre ces critiques, il est placé en garde à vue pour des enquêtes sur sa gestion à la primature et sur des soupçons d'atteinte au bien public. Parmi ses collaborateurs, également en garde à vue, figure son ancien directeur de cabinet, Isiaka Amadou Singare, et 3 anciens directeurs administratifs et financiers de la primature. Pour rappel, Choguel Maïga est l'une des figures du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, qui avait pris part en 2020 à la contestation populaire contre le président civil Ibrahim Boubacar Keïta, finalement renversé par les militaires en 2020. Nommé en juin 2021, au lendemain du deuxième coup d'État mené par Assimi Goïta, ce fin politique du Mali a été limogé en novembre 2024 et remplacé à la tête du gouvernement par le général Abdoulaye Maïga. Ces arrestations interviennent après une dizaine d'interpellations d'officiers de l'armée le week-end dernier. Voilà, on en reste là pour ce soir. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis dans cette édition d'information. Merci donc à tous pour votre attention soutenue. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bienvenue à la revue de presse parue ce mercredi 13 août à Kinshasa. Débutons avec l'Observateur qui titre en une « Déception dans le chef de plusieurs Congolais, y compris les UDPCiens ». Des critiques acerbes fusent de tous les côtés depuis la publication du gouvernement Souminois 2 dans la nuit de jeudi 7 au vendredi 8 août 2025. Ce qui paraît curieux, c'est le fait que même au sein du parti présidentiel, l'UDPS, les combattants ne cachent pas leur mécontentement. Pour preuve, 2 communicateurs résidant à l'étranger, Guy Kalonji et Jean-Claude Moubenga, n'ont pas porté des gants pour s'en prendre frontalement au président Félix Antoine Tshisekedi. Pour eux, ces derniers ne doivent pas s'attendre à rester à la tête du pays même une minute après la fin de son mandat. La gronde des grandes ne se cache pas. Malgré les tentatives d'Augustin Kabouya de calmer la tempête, les frustrations se font de plus en plus jour dans une barque qui est menacée de naufrage depuis un certain temps. Sur le plan objectif, les analystes indépendants dressent plusieurs faiblesses dans la composition de l'équipe souminoisée. Il y a d'abord la taille qui reste éléphantesque contrairement à la réduction promise par le président de la République.
Arborant le même sujet en une, le quotidien La Prospérité, attitré Germain Kambinga, interpelle l'équipe souminoise. Dans l'une de ses toutes récentes réflexions diffusées sur son compte X, le message central porte essentiellement sur la gouvernance et la cohésion nationale. Dans un contexte dynamique, des défis immenses qui caractérise la République démocratique du Congo, dont la question de l'insécurité croissante dans l'Est. La démarche de Germain Kambinga se veut plus concrètement une conscientisation de la classe politique congolaise dans sa globalité, une sensibilisation du pragmatisme dans la gestion des affaires de l'État et un appel pressant à la responsabilité collective. En empruntant une formule du professeur Aurore Berger, nous pouvons affirmer à propos de la situation actuelle de notre pays que si nous voulons désarmer les forces séditieuses pro-rwandaises qui tentent de balkaniser notre nation, il est impératif que le gouvernement souminois ainsi que l'ensemble de la classe politique proche du président de la République se mobilise avec abnégation pour restaurer et renforcer la promesse républicaine, laisse entendre le ministre honoraire de l'Industrie et président du mouvement Les Centres. Dans le même message, largué sur X, Germain Kambinga va plus loin avec des analyses poignantes. Cet acteur politique continue à croire en l'avenir malgré la situation difficile actuelle du pays et considère que les avancées alignées sous le leadership du président Félix Tshisekedi ne sont pas à jeter au fait, quelles que soient les frustrations, les convictions ou encore les ambitions. Conformément à notre constitution, le président de la République dispose de mandats. Autre registre, Mouzito opte pour la continuité et les réformes budgétaires. Le nouveau vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Mouzito, a pris mardi 12 août 2025 ses fonctions à la tête du ministère du budget à l'issue d'une passation pacifique de pouvoir avec l'ancien ministre d'État, Aimé Boji Sangara. Ce passage des relais intervient dans un contexte de fortes attentes budgétaires et des grandes réformes attendues par le RD congolais. La cérémonie officielle de remise et reprise entre le vice-premier ministre entrant et l'ancien ministre d'État sortant a marqué un moment symbolique et politique fort. Après plus de 4 années passées à la tête de ses portefeuilles stratégiques, Aimé Boji a transmis les rênes à Adolphe Mouzito, une figure chevronnée de la politique RD congolaise, ancien ministre du budget et premier ministre honoraire. La nomination de Mouzito dans les cadres de l'ouverture prônée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo intervient au moment où la République démocratique du Congo vient de lancer le processus budgétaire pour l'exercice 2026 dans un climat de pression sociale croissante et des réformes à accélérer. Pour finir, revenons sur l'Observateur qui titre en sa machette « Julien Paluku annonce un forum économique RDC Argentine ». La ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, et le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Koangia, ont clôturé le week-end dernier une mission diplomatique en Argentine et au Brésil. Depuis dimanche 10 août, leur tournée sud-américaine les a conduits au Brésil. Après l'étape de Buenos Aires, le gouvernement envisage un forum économique République démocratique du Congo, Argentine, avant la participation du pays à l'Expo Argentine en mars 2026. Dans l'entretemps, la délégation congolaise a ouvert ses nouvelles perspectives économiques, notamment l'intégration de la République démocratique du Congo dans la dynamique du Mercosur, zone de libre-échange sud-américaine, renforçant une coopération sud-sud. La délégation de la République démocratique du Congo explore aussi des réformes fiscales, des avancées en matière de digitalisation et des technologies agricoles, ainsi que les stratégies de suppression des taxes dissuasives à l'investissement. Dans les prochaines semaines, la République démocratique du Congo prépare une émission économique conjointe réunissant opérateurs privés et acteurs publics congolais. Fin de cette revue de presse. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi.